Il attend ses lunettes. On peut commencer. Alors, comme vous voulez. Donc, installez-vous, mettez-vous à l'aise et préparez-vous à être passé sur le grill. Tout va bien se passer, Denis. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous êtes directement sur le lunettes. Cet homme est incroyable. Hein. Oui, dans mon sac. Exactement. Ah oui, il a trouvé des tas de trucs rigolos. Il en a vendu déjà sur Internet, tout ça. Pour financer le festival. Alors, non, c'est pour... Ah ouais. Ah ouais. C'est pas pour moi voir, c'est pas pour qu'on me voit, quoi. Il faut les garder tout le temps, c'est ça me fatigue. Bonjour. Bonjour. Alors c'est toujours Denis Lavant depuis tout à l'heure. Hein, Avec lui. qui vient vous parler de comment il travaille, et de son boulot, et de ce qu'il fait dans la vie, et tout ça. Et en fait, j'aurais bien aimé voir le film Tuvalu, parce que c'est un film que j'ai recommandé à... Comment il s'appelle, Dominique. Ouais. Quand il m'a donné une liste de films, parce que j'en garde un très bon souvenir. C'est un film qui a très peu été vu en France, qu'on a tourné en 98 en Bulgarie, avec cette merveilleuse comédienne russe qui s'appelle Chulpan Khamatova, qui est partie de Russie depuis la déclaration de guerre avec l'Ukraine, qui est... Je dirais pas où elle est. Déjà, voilà. Elle a changé de pays, quoi. Elle n'est pas en France non plus, malheureusement. Et voilà, c'est un souvenir épatant. Et donc, j'aurais bien aimé le voir, mais j'étais en Normandie. Que je vous explique mon itinéraire jusqu'ici, parce que c'est un peu absurde. Avant-hier, je suis parti de Paris, j'ai été pas loin d'ici, à Val-de-Reuil, au Moulin d'Andé, là où a séjourné pendant les 3/4 de sa vie un grand écrivain et ami qui s'appelle Maurice Ponce. Et il fêtait le centenaire de sa naissance. Donc ils m'ont convié pour lire un de ses livres, en public. Ce que je pratique souvent en dehors du cinéma, même plus que le cinéma d'ailleurs. Et après, je suis revenu à Paris pour repartir à Nogent-le-Rotrou, au Tertre, dans la maison, au château de, comment il s'appelle, Roger Martin Dugard, pour convié par ses arrière-petites-filles, pour lire un extrait des Thibauts. Voilà. Et je suis revenu à Paris, et deux charmants jeunes gens, Sébastien et Gaspard, m'ont retrouvé. Déjà, à la gare Montparnasse, c'était pas facile, et m'ont amené en bon état jusqu'ici. Voilà. Vous conservez un bon état. Ouais, alors, justement, vous disiez, vous faites beaucoup plus de théâtre que de cinéma. Comment vous êtes arrivé au cinéma, en fait? J'ai pas fait exprès. J'ai toujours bien aimé le cinéma en tant que spectateur. Mon père était un grand cinéphile. J'ai découvert très jeune pas mal de films de ciné-club, d'art et d'essai, voire. Et moi, mon idée, c'était d'être comédien au théâtre. Voilà. D'être artisan de théâtre, et j'ai fait tout pour faire ça. Et ça, très rapidement, j'ai fait des écoles un peu, j'ai fait du cirque, j'ai fait du mime, de l'acrobatie, de la commedia dell'arte, et très vite j'ai été engagé par des metteurs en scène. Je ne mesure pas encore la chance que j'ai eue, des gens comme Antoine Vitesse, qui à l'époque étaient des grands avant-garde du théâtre, dans les gros bazars comme le Palais de Chaillot, et j'ai été surtout retenu pour ma spécificité, c'est d'être, ça m'énerve un peu parce que pour moi c'est un peu un redondant, quoi. C'est d'être un acteur physique. Et c'est normal parce que j'ai commencé par bouger avant de parler. Et donc il y en a beaucoup qui, voilà, ça m'a donné des possibilités de jouer des rôles où il y avait de l'action, où il y avait des chutes, de l'acrobatie, donc avec vitesse. Et très peu de temps après, en combien? En 82, j'étais au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Ça s'est pas très bien passé, je non, crois. C'était pas ma meilleure expérience. De toute façon, la formation de théâtre, ça m'a toujours un peu ennuyé. C'est toujours, c'est pas très drôle. Et surtout le conservatoire. Mais enfin bon, on est libre de faire ce qu'on veut, mais enfin, c'est un enseignement national avec des gens connus qui enseignent. C'est pas forcément pour ça qu'ils sont des bons pédagogues. Et j'étais en train de... Je jouais déjà au théâtre, et il y a un jeune homme qui est venu me voir, qui a plutôt qu'à demander à me voir. Il habitait à Paris, rue je ne sais plus quoi, pas loin de la Contrescarpe, et il voulait montrer un scénario qu'il avait écrit qui s'appelait Boy Meets Girl. Et moi, à ce moment-là, j'étais théâtre.
théâtre, et puis j'étais plus branché Shakespeare, Dostoïevski, des choses voilà, fort, quoi, des trucs pas de notre époque, en costume, voilà, c'est ça qui me faisait rêver. Vous étiez tout jeune en plus. Ah ouais, j'avais 22 ans, 21. Et il me fait lire ce scénario qui s'appelle Boy Meets Girl, en français un garçon rencontre une fille, et qui raconte l'histoire d'un jeune homme de notre âge, vu que Léo il a 1 an de plus que moi, et qui est en rupture amoureuse et puis qui doit partir pour faire son service. En fait, tout ce qui est vraiment de notre actualité. Et moi je me disais, mais ça m'intéresse pas tellement de jouer un rôle dans notre époque aussi, voilà, aussi en phase avec ce que je suis au fond. Et bon, on a discuté un peu, je lui ai rendu son scénario en disant ouais c'est sympa. Je lui ai dit ouais c'est intéressant parce que en dehors de ça je trouvais ça très bien écrit et puis il y avait quelques détails qui me plaisaient, des détails d'ordre absolument poétique ou des détails de l'ordre de l'enfance en fait. Et notamment, je retiens dans ces détails, à un moment donné, il y a le personnage d'Alex qui traverse le Pont Neuf, déjà le Pont Neuf, en écoutant un Blackbuster avec, on l'appelle pas comme ça à l'époque, mais bref, un Walkman, avec une chanson de Bowie. Il voit un couple qui s'embrasse, tu vois, voilà, très romantique, et il les regarde, et avant d'en aller, il jette quelques pièces, comme si c'était un spectacle forain, quoi. Ça, ça me plaît. Donc, et puis bon, il y avait l'idée que le gars il piquait des disques barbares. Bon, on a baigné un peu, pas tout à fait pareil, mais dans la même culture d'enfance, d'adolescent, avec Léos. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Moi, je pensais pas que ça m'emmènerait très loin, parce que déjà, je vais pas raconter toute notre vie quand même, mais pour moi, c'est une expérience, franchement, au niveau amical, humain. C'était, je comprenais pas très bien, c'était mes premiers pas au cinéma. Léos, il m'avait donné un peu une directive de me taire, de rentrer dans le silence, sauf qu'il ignorait lui-même que je venais aussi du silence. Et en fait, j'ai compris, longtemps après, qu'il était extrêmement défiant par rapport à l'élément comédien. C'est-à-dire la fantaisie ou parce qu'il avait eu une mauvaise expérience par le passé avec un comédien où voilà, je pense qu'il n'avait pas réussi à le diriger comme il voulait. Et donc moi j'ai fait les frais de cette première expérience. Et le film a été projeté. Sur le moment, moi j'ai rien compris. J'étais effondré quand j'ai vu le film avec mes parents. J'avais envie de disparaître sous terre. Il n'y a personne autour de ma famille qui m'a encouragé. Et je me dis, c'est fini. Avec Léos, franchement, c'était pas vraiment très chaleureux comme rapport, très convivial. Le cinéma, je me dis, je crois que je vais arrêter là et je vais retourner faire mon boulot de comédien, d'artisan de théâtre. Et même pas 2 ans après, il y a Léos qui est revenu vers moi avec le scénario de Mauvais Sang, pour le coup qu'il avait écrit pour moi. C'est-à-dire qu'il avait un peu développé tout ce qu'il m'avait vu faire comme fantaisie pendant le tournage, parce qu'il n'y avait pas de choses extraordinaires à faire dans Boy Meets Girl. Mais entre les prises, je marchais sur les mains, je faisais l'équilibre, je faisais le pitre, je m'exprimais physiquement. Et donc il avait développé tout ça à un niveau mais très 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 haut, quoi. Et donc j'ai lu le scénario de Mauvais Sang, où toutes les 5 pages, après, à peu près, il y avait quelque chose de périlleux, de difficile, ou un effort à faire, quoi. Sauter en parachute, courir, danser sur David Bowie, traverser la rue en portant Juliette Binoche, jouer au bonneto, quoi. Il y avait faire de la moto, tout ce que je ne savais pas faire. Donc, c'est Léos, non seulement il m'a emmené loin dans le monde du cinéma, et puis c'était un initiateur, comme un grand frère qui m'a initié à des choses que j'aurais jamais prétendu faire sans son encouragement. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vous voient comme étant vous-même, Denis Lavance, ces personnages, ce que vous n'êtes pas du tout. Absolument pas, non. C'est drôle. Bah non. Il y a une espèce d'alter, enfin voilà. Bah oui, parce que c'est un peu le piège que j'ai compris un peu tout de suite de la magie du cinéma du 7e art, c'est qu'il y a une confusion entre l'image qui apparaît
du comédien, du personnage que joue le comédien à l'écran et de ce qu'est en réalité le comédien. Et donc ça a été flagrant pour moi à la sortie de Mauvais Sang, puisque j'étais totalement inconnu, quoi, pratiquement, sauf des gens de théâtre qui m'avaient vu un peu, mais parce que moi, Mauvais Sang, c'est très très déstabilisant pour un jeune comédien, même un jeune homme, parce que j'avais 25 ans, parce que moi, du jour au lendemain, il y a tout le monde, les journalistes, les gens dans la rue, tout le monde se demande qui vous êtes, s'intéresse à vous, d'où vous venez, et j'ai compris, vu les appels, les offres d'emploi que j'ai eues après à ce moment-là, que tout le monde pensait que j'étais Alex de Mauvais Sang, qu'il n'y avait pas de différence, que Léos il m'avait pris comme ça dans la rue et qu'il m'avait filmé. Alors que en fait, moi je savais très bien que c'était un travail terrible et presque mon premier travail de métamorphose, de comédien, de sculpter vraiment mon corps, de le mettre dans une discipline pour faire apparaître un personnage. Donc je me suis empressé d'esquiver, de partir ailleurs, ce qui est bien idiot, vous me direz. Après coup, je me dis, mais t'es totalement ballot, quoi. La plupart des collègues, ils saisissent le créneau où ils apparaissent au cinéma au meilleur d'eux-mêmes, et après, hop, ils s'envolent, voilà, ils font carrière, ils foncent là-dedans. Mais j'ai fait tout, toujours à l'envers du bon sens, mais ce qui m'a permis de sauvegarder une certaine liberté. Voilà. En même temps, c'est un sacré compliment de penser que vous n'avez pas bossé et que c'est vous. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ah ouais, c'est un double tranchant, mais... Oui, ça veut dire que c'est assez... c'est incarné, quoi. C'est ce que je reconnais. C'est ce que je m'applique à faire, généralement. Et petit à petit, vous avez appris à apprivoiser la parole, ce qui était de base compliqué, visiblement, pour vous. C'est vous-même qui le dites, hein, donc... De base, oui. De base. De base, oui. Alors que maintenant... C'est-à-dire, c'était mon enjeu principal. Je suis parti du mouvement. J'étais vraiment... Excusez-moi, je vais pas me jeter des fleurs, mais j'étais doué. Naturellement doué pour tomber, j'avais énormément d'énergie, je pouvais faire je voyais un mouvement de danse, je le reproduisais illico, j'avais vraiment une bonne acuité pour ça, à tel point qu'un copain avec qui j'ai travaillé plus tard au théâtre, dans une pièce sur Bacon, où il faisait un personnage muet, moi je faisais Bacon, je faisais Bacon, lui il faisait des postures et tout, un danseur, un très bon danseur, qui joue dans Beau Travail d'ailleurs, comment il s'appelle, hein? Ah merde, c'est pas grave. Un des bruns qui joue dans Beau Travail, dans la troupe de Beau Travail. Bref, et il m'a dit un jour où j'étais pas très content de mon travail, parce que comme je suis physique d'abord, dès que je suis pas sûr de moi dans un spectacle, je vais dans le corps. C'est-à-dire, je rajoute, c'est ma jubilation, de sculpter mon corps dans l'espace. Et un jour, il me dit, bah ouais, de toute façon, toi, t'es danseur. Tu aurais pu faire un bon danseur. Il dit, ah ouais, c'est vrai. Et j'y avais jamais pensé. Donc je suis parti d'une capacité à danser, à être dans le mouvement, et j'ai voulu rallier le verbe. Et c'est pour ça que j'ai fait des écoles de théâtre. J'ai fait des écoles de théâtre, j'ai fait de la commedia dell'arte. C'est là que j'ai commencé à jouer avec un masque, donc à être dans un rapport qui était cohérent entre l'émission vocale et puis le mouvement qui reste grand, presque redondant par rapport à la parole. C'est-à-dire on mime tout ce qu'on dit en commedia dell'arte. Comme ça, on est sûr que les gens ils comprennent bien, même dans n'importe quel pays. Et en fait, j'avais pas aucune technique, ni physique, ni vocale. Donc chaque fois, j'arrivais pas, je comprenais pas le texte, comment ça marchait. Donc je me cassais la voix systématiquement dès qu'il y avait une prestation publique. Ouais. En même temps, la voix aussi, c'est physique. Il faut vraiment la voix, c'est extrêmement physique. Et en fait, j'étais dans les écoles et il y a personne qui a vraiment pu me guider. Et même quand j'ai commencé, j'étais timide par rapport à la prise de parole. J'avais du mal à faire retentir ma voix ou dire des choses, m'exprimer oralement. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai trouvé une piste, je me suis dit, ah oui, en fait, parce qu'il n'y a rien de pire que c'est mystérieux, le langage. On sait ce qu'on fait. On peut l'arrêter, on peut le reprendre. Et puis le varier, l'accélérer, ou il y a une maîtrise du geste à vue, si je puis dire. C'est vrai que la parole, une fois qu'elle est partie de l'orifice qui la prononce, on ne peut pas la rattraper, c'est fait. Donc il faut la sculpter avant qu'elle sorte. Il y a un métabolisme mystérieux qui se fait à l'intérieur. Et je me suis dit, puis on ne peut pas non plus juger d'un geste, de la parole comme d'un geste qu'on fait. Si on s'écoute parler, il n'y a rien de pire.
De parler juste, de parler faux, ça veut rien dire. Alors il y a un repère donc, que je m'étais donné, je me dis, en fait, si je suis en phase dans une émotion juste, qui est en phase avec ce que dit le personnage, je vais être dans l'expression, elle va partir de cette émotion-là, de ce trouble. Et donc, je vais pas réfléchir à comment je parle, je vais être dans l'émotion. Ça va sortir comme quand on est dans une émotion forte, de joie, de tristesse, et ben la parole, elle sort avec une teinte. Et donc, je suis parti de là, mais on peut pas tout faire en état émotionnel, épidermique, quoi, c'est pas possible. Mais ça a été ma première pensée, puis après, j'ai avancé, quoi. Mais pas à travers les écoles, plutôt à travers la poésie. En me disant, oui, la parole aussi, c'est des images. C'est des images, c'est des sensations. Les mots, c'est quelque chose qui contiennent, comme des images de cinéma. Et pour ça, je suis vraiment passé par la poésie, au départ, où il n'y a pas de personnage. On ne se prend pas la tête sur un personnage, il n'y a rien de pire. Les cours dans les écoles, quand on se met à parler du personnage, on dit, mais de quoi on parle, en fait? Oui, c'est ça, vous n'êtes pas à l'approche acteur studio de pas du tout. souffrir. J'ai fait acteur studio, malgré moi, un peu dans Les Amants du Pont-Neuf. Oui, c'est ça. Parce qu'on a été loin dans une sorte d'authenticité de l'incarnation. Ouais. J'en ai un peu bavé. Mais sinon, je suis pas du tout... non, je sais pas de ce que je suis, quoi. Mais je cherche. Vous êtes un artisan, tout Ouais, un artisan. Voilà, on peut le dire. On peut dire ça comme ça. Et du coup, je trouve ça passionnant, le langage. C'est pour ça que je me permets maintenant de faire des lectures à haute voix. Voilà, des lectures publiques. Et même de faire... je dis pas ça parce que j'ai pas d'institut ou d'école, mais je donne même des stages de lecture à haute voix. Parce que je trouve que c'est un endroit d'étude qui est passionnant, mais je ne fais pas ça de façon académique, appliquée, assis à une table. Je fais ça dans l'espace. Je montre comment c'est possible d'avoir un texte en main et de complètement incarner quelque chose émotionnellement, et en même temps d'être libre. En fait, c'est d'exercer toujours. C'est ce qui me préoccupe, d'avoir le plus de liberté possible. Et donc voilà, et pour moi, la parole, ça demeure toujours un transport d'expression qui est mystérieux et qui est... c'est énorme. C'est... voilà. Donc voilà, j'ai un peu lié le geste à la parole. C'était ma première idée. Alors, ce qui est marrant, c'est le geste, j'en ai un peu moins qu'avant, et la parole, j'en ai davantage. Alors, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que j'ai l'impression que finalement le processus s'est un petit peu inversé, et que ce qui est fascinant au fur et à mesure de votre carrière, c'est qu'on voit ça, c'est qu'on a l'impression que la parole... Excusez-moi, je coupe la parole. Pardon, Comme ça, on ne revient pas. Le mot carrière, je l'ai complètement aboli dans moi. Pardon, je l'ai mis dans le texte aussi, je vous ai présenté mes excuses dans le texte du catalogue, pas carrière, choix. Non, mais je tiens à le préciser comme ça. Parce que chaque fois, ça me... Non, mais ça me... Voilà. C'est un peu comme monsieur quand on voit ça. Alors, dites-moi comment on le dit en mergodon carrière, comme ça je dis. Ça se dit pas en mergodon. Non, chemin. Ornière, si vous voulez, mais carrière. Pour moi, c'est une exploitation de cailloux, quoi. Je suis pas du tout là-dedans. Ah, c'est bien les cailloux. Ouais, j'aime bien les cailloux, mais pas les exploitations. Les cailloux, j'aime bien les ramasser. Alors, sur le chemin des cailloux, cher petit pousset, j'ai trouvé que votre évolution était intéressante parce que vous modelez non seulement votre corps, mais aussi votre visage. Il y a un travail sur votre visage qui est assez incroyable, en fait. Je pense que ce n'est pas accidentel et que c'est un travail aussi. Je sais pas, j'ai pas fait grand-chose à ce niveau-là. Moi, je réfléchis pas tellement à ce que je fais. Je me mets en état de jouer quelque chose. Après, le visage, effectivement, l'expression, elle se modifie, le faciès, il se modifie en fonction d'un imaginaire. Bon, après, c'est sûr qu'à partir de Tokyo, dans les films dans La Trajectoire avec Léos, et particulièrement dans Roy Motors, on a été dans les postiches et l'artifice, en fait. Donc ça permet de modifier radicalement un visage, même les prothèses en silicone, les perruques, tout, les lentilles, teintes, etc. Mais sinon, je modifie, je pense pas, mon idée c'est pas de me modifier, c'est de me déplacer. Alors je me déplace vers une partition, un personnage qui est indiqué par un réalisateur. C'est sûr, j'ai pas la même tête, je suis conscient, dans Beau Travail, où
ou dans Mauvais Sang, quoique c'est toujours ma tête, mais moi elle varie, ou que dans Les Amants du Pont-Neuf. Et si vous voulez, Les Amants du Pont-Neuf, sans y mettre de volition, hein, c'est là que j'ai le plus changé de poids, de physique, parce que c'est un film qui a duré sur 3 ans, et pourtant c'est toujours le même personnage. Mais je vois très bien. Moi, quand je vois Les Amants du Pont-Neuf, c'est un cauchemar, parce que je vois 3 ans de ma vie qui se déroule avec... et elle n'est pas facile, quoi. Un peu pénible, mais bon, je ne regrette pas quand même. Donc, non, mais ce qui m'a frappé, si vous voulez, il y a un film qui n'est pas sorti encore, parce que moi, je peux pas... J'ai du mal à être spectateur des films dans lesquels je suis, dans lesquels je joue. Forcément, je me rappelle, si j'avais vu Tuvalu, je me serais rappelé les bons moments qu'on a passés de jeu et de vie en Bulgarie, c'était à Sofia, avec Tulpan, avec Veit, avec tous les zinzins qu'il y avait, avec, comment il s'appelle, merde, le grand là, Philippe Clay, ouais, le grand Philippe Clay, qui a été très sympathique, il y avait une équipe B en Pays de l'Est en 98, qui était formidable. Donc je juge pas vraiment. J'attends effectivement les moments où je me surprends, où je vois apparaître quelque chose qui devient un personnage, où je me reconnais pas. Et là, curieusement, dans un film, parce qu'on parle de faciès, sans délit d'ailleurs, juste de faciès, et il y a un film que j'ai vu récemment, qui n'est pas encore sorti, que j'attendais avec impatience, que j'ai tourné en Suède, en Scanie plus précisément, un film qui s'appelle Vern, en suédois, ça veut dire abri, et qui est l'histoire vraie, true story, comme il dit en anglais, un ouvrier agricole qui, dans les années après la Deuxième Guerre mondiale, il s'est mis, inquiété par les brochures que distribuait le gouvernement suédois, qui disait Om kriget kommer, si la guerre vient, il s'est mis à construire son propre fort en béton, en gaufrage de béton, avec peu de moyens. Et donc j'ai joué ce rôle. J'ai eu la chance énorme que des Suédois me confient ce rôle de Suédois. Et j'ai appris tout ce que je ne savais pas faire, justement. C'est-à-dire à faire des travaux agricoles rudes d'époque, à battre le foin, et à construire, à faire de la maçonnerie, ce que je suis incapable de faire en général, et surtout à parler suédois. À parler suédois comme un vrai Suédois, avec l'accent scanien. C'est un peu le suédois avec l'accent bruxellois, vous voyez. Mais j'avais en face de moi des gens qui exigeaient que ça soit crédible en suédois, comme pour un enfant du pays. Et ben j'ai vu le film avec grand plaisir à Saint-Sébastien. Et ben, heureusement le personnage il parle pas beaucoup, mais il y a une scène, je suis en train de réciter tous les préceptes en cas de guerre, homme de signal, tout en cousant un truc, en faisant de la couture, et bah, je me suis surpris à apercevoir un autre visage. Je me suis cru pour un comédien de Bergman, parce que, en fait, à force de bosser sur 2 mois, de baigner dans ce pays, dans cette culture, dans des grandes étendues de domaines agricoles, très isolés au milieu des Suédois, quoi. Moi, parlant pas suédois, sauf pour le film, et m'a appliqué à parler suédois, le fait de pratiquer cette langue et de me concentrer là-dessus, et bah, ça change la structure du visage. Et c'était vraiment, vraiment intéressant à voir. Bah, je vous le recommande, j'espère qu'il sortira en France. J'espère aussi. Pour en revenir à Léos Carax, revenons à Léos Carax. Je suis là. Non, là, bonjour Denis. Oui, pour en revenir à Léos Carax, il vous a fait jouer 3 fois Alex, et après on est passé à la période suivante de votre collaboration compagnonnage. Moi j'aime bien J'ai pas non plus collaboration. C'est bien trop connoté comme moi. On ne voit pas ce que vous voulez dire, premièrement. Et je l'ai fait exprès pour vous embêter en fait. J'ai compris, c'est bien. Vous savez dire, un acteur finant, c'est pas toujours. Merci pour la protection. Donc oui, votre compagnonnage avec... Compagnonnage avec Léos Carax. Est-ce que vous êtes restés proches pendant toute cette période? Est-ce qu'il y a un... Vous êtes pas... Moi j'ai du mal à vous voir comme un alter ego de Non, on n'est pas... En fait, on est proches, on est liés par les films qu'on a fait ensemble. Par ces films dans lesquels il m'a fait jouer les personnages principaux. C'est pas rien.
déjà de commencer par Boy Meets Girl. Je commençais au théâtre et Léos tout de suite il me balance dans un long métrage à jouer le Alex pendant tout le film quoi. Et après deuxième film pareil, Mauvais sang, et troisième film pareil, Les Amants du Pont-Neuf. Tout ça c'est des Alex, voilà. Mais entre les films pratiquement on ne se voyait pas. C'est-à-dire, on n'est pas du tout... En fait, c'est un rapport de travail qui est très particulier parce que ça se passe pas comme ça avec tout le monde. Il y a des cinéastes ou des metteurs en scène de théâtre que je vois, et puis la période de travail n'est pas la même chose au théâtre. Parce qu'au travail, au théâtre, on travaille en amont, on répète. Il y a une sorte d'embarcation sur un navire, et puis presque c'est au moment où on joue qu'on se débarrasse du metteur en scène, mais pas forcément. On peut rester et puis on part en tournée. Donc il y a une sorte de chose qui est conviviale, d'équipage de navire un petit peu. C'est-à-dire qu'au cinéma, on se voit quand on tourne, il y a une intensité qui se passe un peu pendant la préparation du film, et puis surtout pendant la période du tournage, plus ou moins longue. C'est vrai que c'était un truc au long cours, encore une fois pour Les Amants, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça a duré 3 ans. Ça a commencé en 88, ça a fini en 91, avec des arrêts naturellement, mais on a été dans cette astreinte Clochard du Pont-Neuf pendant 3 ans, donc ça laisse des traces. Puis c'est passé de ouais, enfin bref, c'était compliqué, mais c'était intense. Et puis bon, c'est un film que je trouve qui tient la route encore, quoi, que j'ai revu récemment en Lituanie, justement avec Léos. On a été conviés ensemble, on a même fait une sorte de, ce qu'on appelle une masterclass comme ça, ensemble, c'était drôle. Lui il répondait en anglais, moi j'avais une traductrice parce que je parle pas anglais. Lui il répondait de façon lapidaire, et puis moi mais c'était très chouette. C'était la première fois qu'on se voyait un petit peu sans avoir vraiment à travailler, quoi. Et c'était sympa, mais comme notre relation a commencé dans une forme de mutisme, disons un petit peu imposé par Léos au départ, moi, après, ça s'est poursuivi comme ça. On n'est jamais rentré dans une manière de se confier, d'amitié, comme on dit. Non, ça ne nous viendrait même pas à l'idée. Et donc, entre les films, on ne s'est pas vu, si vous voulez. Pour que je vous raconte un peu une étape, moi qui m'a fait marrer quand j'y repense, après Boy Meets Girl, où, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pensais que le cinéma c'était bon, c'était fini, je n'ai pas insisté là-dedans, et puis que Léos non plus, je pensais que c'était ce qu'on avait fait ensemble, notre rapport, communication, c'était ni fait ni à faire, et que j'allais retourner faire mon boulot de comédien, ce pourquoi j'avais des propositions. Et donc à ce moment-là, j'avais une pièce au Petit Odéon, à Paris, à l'époque où il y avait encore un petit Odéon, il y avait une petite salle merveilleuse créée par Jean-Louis Barrault, je pense, dans une cage d'escalier, un petit guignol de, je sais pas, 50-60 places, où il fallait trouver des inventions pour trouver un décor qui rentre là-dedans. Et on faisait une petite pièce de Yelena Kohout, qui s'appelle Adi Eddy, mis en scène par Viviane Théophilides, qui avait été mon professeur au conservatoire, la seule année où j'avais eu un professeur ou avec qui je m'étais entendu un peu, qui était beaucoup dans la poésie. Et je jouais un chien. Je jouais un chien parlant. Et franchement, moi, ça m'allait très bien. De jouer ce rôle de chien, pas à 4 pattes, debout, avec un bonnet, une chapka, avec des oreilles, avec des mitaines. Et je m'éclatais à faire le chien. Et les gens appréciaient beaucoup mon chien. Et bon, c'est plus comme maintenant, dans l'étranger, je suis pas mon chien, mais bon, c'est une autre histoire. Et donc les gens étaient contents. Et ça marchait très fort. Et un soir, il y avait un moment donné où j'avais un arrêt de jeu. À un moment donné dans le spectacle, parce que moi je n'avais rien à faire, donc j'étais assis sur scène, et puis à regarder bêtement le public. Et ce soir-là, je me souviens un peu sur le côté, comment dire, à court, il y a un gars qui est assis dans le public, et c'est le seul qui n'a pas l'air content, qui rigole pas, qui tire une tête de 3 mètres de long, et c'était Léos Carax, qui était là, qui m'a un peu gâché la fin de la pièce, mais c'est à mon grand étonnement, il est venu me voir, et après la pièce, on n'a pas parlé de théâtre du tout, parce que je vois que c'est pas du tout son truc, quoi. Il a jamais,
On n'a jamais été là-dedans ensemble. Sauf que, quand même, dans chacun de ces films, il y a du théâtre. Il y a un moment donné de pur théâtre. Mais il est venu me voir, c'est là qu'il m'a dit, ouais, j'ai écrit un rôle pour toi dans un scénario qui s'appelle Mauvais sang. Et là, je suis tombé des nues. Donc voilà. Donc il n'y avait pas eu de lien entre Boy Meets Girl et Mauvais sang. J'avais dû faire peut-être quelques interviews. Et pareil, après Mauvais sang, qui a eu un succès époustouflant quand c'est sorti en 85, qui m'a surpris, qui a surpris tout le monde. Et moi, j'ai rien compris de ce qui m'arrivait, mais je suis reparti plus que jamais faire du théâtre. La Mouette de Tchekhov, et j'ai dû faire quelques interviews, j'ai été invité dans des festivals de cinéma. Souvent, j'avais une notoriété, donc c'était un peu étrange. Et comme juré même, et puis j'ai fait un peu tout le travers, mais je suis reparti à fond dans le théâtre jusqu'à ce qui est les prémices des Amants du Pont-Neuf, où là on s'est revus. Il y a eu de la préparation, chaque fois il y a de la préparation. Donc c'est à partir du moment où il y a du travail, où on est concerné par quelque chose, des problèmes techniques, des choses dont il faut s'affranchir, à ce moment-là, on repart de plus belle avec Léos. Pour les Amants du Pont-Neuf, je m'étais entraîné pendant peut-être 6 mois avant le début du film avec un acrobate, Alexandre Del Perugia, avec une chorégraphe qui nous a fait travailler aussi avec Juliette. Donc de préparer ce truc. Et puis après, voilà. Et puis pareil, après les Amants, on s'est complètement... 15 ans. Ouais, pendant un moment, ouais. Ouais. C'est drôle parce que la personne qui nous a remis en contact finalement, quand on habite dans le même quartier avec Léos, si vous voulez, et ça arrive qu'on se croise au café. Lui il sort son chien, il prend le café, et moi des fois je déboule parce que j'ai un rendez-vous, et on se salue. Et en fait, avec le temps, il y a de plus en plus d'amitié, d'estime et de tendresse qu'on a l'un pour l'autre, mais ça n'empêche qu'on est empêtré, intimidé, dans une relation embarrassée. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et voilà. Alors comment il vous dirige quand tu crées un personnage comme Monsieur Merde, par exemple, il vous dirige. Comment ça se passe? C'est très simple. Alors, Monsieur Merde, ça tombe bien parce que c'est le plus simple. C'est le plus simple des personnages que j'ai jamais joué. Et je trouve le meilleur personnage que j'ai jamais interprété au cinéma. Et en fait, Monsieur Merde, c'est simple parce que les autres, c'était plus compliqué. Si vous voulez, pour Boy Meets Girl, c'était brut de décoffrage. Pour Mauvais sang, il y avait des paramètres. À partir du moment où j'ai compris que c'était un personnage héroïque, je me suis mis à courir tous les jours, même si je déteste ça, et c'était un repère pour le film. Et puis après, on est rentré dans le film, et à chaque fois, mais là je reviens en arrière pour faire la distinction, c'est-à-dire que ces 3 premiers personnages, c'est pas moi, c'est de la composition, c'est du déplacement, mais c'est sur moi, c'est sculpté dans ma chair, avec moi, avec mes moyens. Et à partir de Tokyo, de Monsieur Merde, on passe à un autre mode de travail, avec des postiches. Donc c'est vraiment de la composition. Et donc, pour les premiers films particulièrement, pour les Amants du Pont-Neuf, on a galéré, on s'est appris à plein de fois pour trouver le comportement du personnage. Et Léos, qui à la base, il ne sait pas diriger des comédiens. Personne ne sait diriger des comédiens. Il y a qu'au théâtre qu'on peut essayer de diriger des comédiens. Mais ce n'est pas un truc facile du tout. C'est totalement aléatoire de diriger un comédien. Et encore plus au cinéma. De projeter dans un être qui est pensant, agissant, qui a un imaginaire, ce qu'on voudrait qu'il fasse. Ce qu'on a en tête qu'il aimerait voir, qu'il reproduise. Et c'est même pas encore tout à fait ça. Et donc, pour beaucoup de films, Léos, il a cru pendant longtemps au conditionnement. Après, ça donne des résultats ou pas. Mais il y a le conditionnement, souvent pour des films à des moments, par exemple sur Les Amants du Pont-Neuf, où même il avait étudié le fait que je puisse maigrir énormément, c'est-à-dire faire une diète radicale pour qu'on me retrouve à moitié mort sur le Pont-Neuf. Il avait cette idée-là de mettre en état de jeûner, de ne pas dormir, comme il avait vu, je pense, chez Griffith, ou dans des cinéastes de cette époque, qui mettaient en condition les comédiennes,
surtout d'ailleurs, pour obtenir quelque chose de rare. Ouais, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Par exemple, si vous voulez, pour le début des Amants du Pont-Neuf, quand j'ai fait la première scène sur le Sébasto en train de tituber, la première ouverture du film, il m'a dit, ça serait bien, ça serait bien que tu proposes quelque chose pour la première scène. Et ben, moi, j'ai pas eu, je me suis pas posé beaucoup la question. Je me dis, je vais me mettre à la rue, je vais boire comme un trou pendant 3 jours avant le début du tournage, et puis voilà, je suis en condition. Mais bon, ça a créé de la dérive. Hein. Donc, si vous voulez, pour vous dire le conditionnement total, moi je trouve ça admirable, finalement, comme scène, même si c'est plus du jeu, en quelque sorte. Parce que pour les Amants du Pont-Neuf, c'est là où j'ai eu les plus grandes craintes par rapport à la folie. Justement, de faire d'être tellement engoncé dans le personnage, de plus voir où était le jeu, où était mon plaisir, où était la vie, ma vie, mon subissement et le plaisir du jeu. Et là, on était plus loin, mais de façon, je le savais, de façon consentante. Dans Les Amants du Pont-Neuf, c'est une scène que j'ai tournée sous somnifère. Donc, autant dire que je ne me souviens pas du tout de l'avoir tournée. Ah, et par contre, quand j'ai découvert, après quoi, à l'écran, je me dis, ah bah c'est bien joué, quoi. Alors moi c'est complètement incarné, on voit pas une trace de jeu. Parce qu'il n'y a plus de jeu. Je me souviens que j'étais resté sur le pont en disant, je ne tournerai pas, et à chanter des trucs de Bobby Lapointe. Après, j'ai eu un trou total. Le lendemain, je me suis réveillé un peu vaseux. Quand j'étais à Paris, bon, ça a mal tourné parce que j'ai continué à boire, j'avais des restes de somnifères. Bon, bah, c'est les conséquences du travail. Mais après, effectivement, j'ai dû m'endormir. Ils ont dû me relever et me mettre sur le chemin. Et puis, je marche comme ça. Et voilà, je peux refaire la même chose, mais c'est vraiment, j'obéis simplement à la fatigue et à mon poids, et donc il n'y a pas un comédien, moi-même, il voudrait montrer qu'il joue bien l'endormissement. Donc il y aurait quelque chose qui serait un petit peu en plus de frétiller de la frétiller de la paupière, de faire regarder comme je joue bien le gars qui est complètement endormi. Et ben non, là c'est pur. Donc voilà, rien que pour l'expérience, ça vaut la peine. Mais pour en revenir à la direction de Léos, et là en fait où on s'est entendu le mieux, c'est de la sculpture sur de l'humain. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est de la chorégraphie, en fait, c'est d'indiquer du rythme. Et si vous voulez, pour M. Merde, j'ai dit que c'est simple, parce que comme on a tellement galéré pour trouver les autres personnages, l'intériorité, l'extériorité, le conditionnement, pour M. Merde, en fait, il m'a proposé, j'ai lu ce personnage, je dis, oh mais je le connais. Je me dis, par rapport à moi, je lui dis, ah mais ça me parle complètement. Parce que, figurez-vous, à 2 ans en arrière de ça, à peine, il y a eu la grève des intermittents à Avignon. J'étais en plein dans le chaudron et j'avais beaucoup réfléchi sur les modalités de grève. Et je m'étais dit, en tant que comédien, en fait, on ne peut pas se permettre de faire une grève comme dans une entreprise, dans une usine, de se croiser les bras et puis voilà. On est quand même des artisans, alors autant c'est un peu ballot de se couper de sa possibilité de s'exprimer. Donc j'avais décidé de faire une grève de la faim, F-I-N, au contraire d'arrêter de jouer, de ne pas du tout arrêter de jouer. Jusqu'à tomber, jusqu'à ce que les gens en aient marre, qu'ils se barrent. Et donc j'avais inventé, comme personne n'était d'accord avec moi, j'avais inventé un fantôme du théâtre, que j'avais attifé avec un bonnet de poil, des dents en acier, un loup pour pas qu'on me reconnaisse, un monocycle, une vieille redingote pourrie, des vieilles pompes, un monocycle et un petit concertina, et puis une petite chandelle que j'ai fait balader dans la ville d'Avignon. Un personnage sans parole qui grognait juste, et j'ai fait un petit show comme ça, une nuit devant le palais des papes, et ça m'a fait du bien. Et c'était un personnage sauvage, brut, complètement... Et quand je vois Monsieur Merde, tel que le décrit Léos, le gars qui a des grands ongles comme ça, qui est hirsute, qui a un œil en moins, qui part dans une langue, qui est seul à parler, qui bouffe des billets, qui bouffe des fleurs, des gars qui se comportent en dépit du bon sens, je dis, ah ouais, déjà ça m'a parlé immédiatement, parce que c'est un rêve d'enfant de jouer ça. Un gars qui a une langue inconnue, une langue secrète, et qui se comporte, qui fait comme tout ce qui m'a plu à l'origine,
dans les burlesques, chez les burlesques, chez Charlie Chaplin, chez Buster Keaton, mais peut-être encore plus, ou chez Harpo Marx. Un type qui se comporte dans un lieu public de manière choquante, irrecevable, qui met ses pieds sur les genoux des dames, qui est un trublion. Et donc, déjà, j'étais à l'affût, je me dis, ouais, ça me parle, je connais. Et il se trouve qu'on a fait les premiers essais de Monsieur Merde, avant de partir au Japon, avec Léos, avec Caroline Champetit, qui m'ont filmé dans une voiture près de Jussieu, près de l'Institut du monde arabe à Paris, comme ça sur un trottoir bêtement. Il y avait déjà des bouts de costume verts, pieds nus, avec un peu une barbiche comme ça. Je sais pas si je devais avoir un œil, déjà un peu vraiment des indications du rôle. Et moi, en fait, pour aborder ce personnage, je ne sais pas pourquoi, ou peut-être bien, parce que c'était pour moi un personnage issu du burlesque ou de la commedia dell'arte que j'avais déjà pratiqué dans ma jeunesse. Et j'ai pensé à Pulcinella, le personnage de Polichinelle, dont j'avais fait un canevas. Je l'avais joué dans un canevas de commedia dell'arte où il est en affrontement contre le capital, qui est un personnage très puissant. Et Pulcinella, c'est un personnage qui est tout en rondeur, comme ça, qui marche comme ça de façon hyper décontractée, mais brusquement, qui peut être très très violent, quoi, et explosif. Et je suis parti de ça, pour la démarche de Monsieur Merde, de cette rondeur-là, de ces trucs comme ça, cette nonchalance. Et en fait, on a fait les premiers essais, et d'entrée, pour la première fois de notre vie, Léo, il me dit, ah, en fait, on voit le personnage. On dit, oh bah alors, bon, c'est cool. Et après, ça a été très simple. En fait, les indications de Léos par rapport à Monsieur Merde, ça a été... Il insistait énormément là-dessus, qu'il ait une épaule, l'épaule gauche plus haute, voilà, qui regarde en l'air, qui marche comme ça, la main sur la poitrine, à grandes enjambées, un peu les pieds en canard, mais pas trop, pour pas faire trop de Chaplin. Et voilà, et puis après qu'il parle merdogon et qu'il fasse toutes les conneries qu'il a à faire. Or, il n'y avait pas besoin de conditionnement parce que j'avais déjà un œil complètement aveuglé, avec une grosse lentille opaque. J'avais des ongles grands comme ça, vous voyez, pourris, qui étaient encollés, qui tenaient pas toujours bien. Ça aux mains et aux pieds. J'étais pieds nus, dans un petit costard en verre, en velours, pieds nus dans la rue, avec des paramètres. Donc déjà, de visibilité réduite et avec cette contrainte physique. Et moi j'adore, on me donne une contrainte physique, ok, je m'en empare et puis je la fais vivre, je l'habite, je suis libre à l'intérieur. Et voilà, ça a été... Et après, c'est sur tous les personnages qu'on a abordés à partir de là avec Léos. Après, il y a eu toute la série de personnages de Holy Motors. On s'est jamais embarrassé, de toute façon, on s'est jamais embarrassé de psychologie. Déjà, c'était au départ, il y avait du conditionnement. Après, il y a eu des paramètres qui tenaient sur l'attitude, le rythme, le regard, mais surtout le rythme et des intensités comme ça, et de la sobriété. Quand il m'a appris. Après, je m'en suis débarrassé à d'autres moments, mais il m'a appris, il m'a emmené vers une grande sobriété dans l'expression. Et ça, c'est précieux, en fait. Mais j'ai compris tard, parce que, en fait, je me suis mis à envisager l'image entière que, tardivement, à partir de Monsieur Merde, si vous voulez. Avant, j'étais tellement immergé dans un conditionnement de personnage que je voyais tout à travers l'œil d'Alex, ou la sensation d'Alex, ou la révolte d'Alex. C'est-à-dire qu'à partir de Monsieur Merde, ça c'est devenu beaucoup plus fin, beaucoup plus perméable à notre manière de communiquer. C'est-à-dire, il y a eu un surcroît de confiance. Et puis, moi j'ai compris que Léos, il travaillait. Il me donnait une forme, un rythme, un comportement, et que moi j'avais juste à alimenter ça avec mon imaginaire. Et donc ça a été, mais particulièrement sur Holy Motors, on s'est extrêmement bien compris. Voilà. J'ai beaucoup parlé.
Alors, à moi, un petit À peu. toi, à Oui, vous. on peut se tutoyer. Bon, alors, Excuse-moi. je parle. Oui, bah, très bien, je comprends. Je veux bien le croire. Non, mais alors, quand tu bosses avec d'autres gens qu'avec Léos, parce que vous aviez une méthode de travail et tout ça, comment ça s'est passé en fait? Qu'est-ce que tu attends d'un réalisateur? Ou d'une réalisatrice d'ailleurs? Peut-être tu aimes que les gens te dirigent vraiment? Tu aimes Non. qu'ils te donnent. Alors, bizarrement, je m'en doutais un peu. Moi, j'aime mes gens, mais j'accepte. Hein. Mais j'aime bien ce que j'attends d'un. Mais aussi bien réalisatrice, réalisateur que metteur en scène, metteuse en scène, bref, en n'importe quel genre. Et j'attends qu'on me donne, qu'on m'emmène, qu'on me propose quelque chose. Sentez, ah mais j'ai ouvert déjà, c'est gentil. Ah merde, Je suis gentil en fait. J'attends qu'il me donne un cadre, qu'il me propose un cadre, un matériau, un rôle. Et parce que moi, c'est des choses que j'entreprends pas. C'est trop, ça me fatigue, quoi. Je suis pas du tout dans organisateur. Je suis incapable. Sinon, quand j'ai commencé à être un peu connu, tout de suite, la première question que les gens ils vous livrent, ils vous font dans les interviews, c'est alors, est-ce que vous allez bientôt réaliser un film? Je dis non. Il n'en est pas question. Non, parce que c'est pas mon clou. Et puis j'en suis incapable, ça ne m'intéresse pas. C'est trop lourd. Comme je veux bien écrire des trucs, et encore, je suis incapable d'écrire une histoire suivie, mais de prendre en charge tous les corps de métier qu'il faut pour réaliser son rêve, l'histoire qu'on tient et qu'on doit tenir pendant des années des fois. C'est une opiniâtreté, une patience, une constance. Moi, je zappe. Moi déjà, la seule chose que je puisse faire, dont je sois capable, c'est de m'organiser moi-même. De m'organiser et de canaliser mon énergie, mon imaginaire, dans un cadre qu'on me donne pour jouer. C'est déjà... C'est vraiment la seule chose dont je suis capable. Et j'aime beaucoup faire ça, en plus. C'est un pur plaisir, c'est ma vie en quelque sorte. Et donc j'attends de quelqu'un qui me dise « Ah, viens voir, j'ai un truc qui pourrait t'intéresser » ou « Moi ça m'intéresse » ou « Je te vois là-dedans ». Donc ça m'intéresse qu'on me projette dans un personnage auquel je n'ai pas forcément pensé, avec lequel j'ai une accointance, puisqu'on me le propose. C'est que si quelqu'un pense à ce personnage, c'est pas totalement anodin, et ça n'est jamais totalement. Et de quelqu'un qui s'occupe de trouver l'argent pour réaliser, que ce soit au théâtre ou au cinéma, le cadre, la logistique, et à partir de là, je suis prêt à y aller, corps et âme, quoi, de me livrer à cet exercice, à cette pratique, dans ce cadre qui m'est donné, avec, après, il y a toutes sortes de directions. Mais effectivement, j'aime bien qu'on me donne j'aime bien avoir des contraintes. Déjà, le cadre, c'en est une. Les objets, c'en est une. Le costume, c'en est un. Le matériau, une pièce, un texte, c'en est un. C'est une contrainte. Que ça soit des vers, que ça soit de la prose. Et moi, je suis la partition. Je suis pas du tout du genre à ramener le truc à moi, à dire « Ah non, ça, je peux pas le dire. » Si je me dis « Ça, c'est écrit, je vais le dire. » Et je vois ce que ça fait en moi. Parce que maintenant, effectivement, il y a une tendance... je ne veux pas cracher dans la soupe, mais il y a une tendance du comédien ou de la comédienne d'être, mais depuis longtemps en France, d'être dans le culte de sa propre personnalité, parce que effectivement, comme je disais, dès qu'on apparaît à l'écran un peu, les gens ils s'emparent de cette image et ils essayent d'en faire le plus possible, d'en faire du commerce, de presser le gars, et il y en a qui sont pas très résistants, donc ils se laissent emmener là-dedans, et donc ça veut dire pratiquement de décliner la même tête, le même mode, la même manière, avec différents costumes dans différentes époques. Donc moi ça m'intéresse pas tellement.
ce qui est intéressant, c'est quand on te propose par exemple de jouer Charlie Chaplin, ce qui a Oui. fait Harmony Korine. Oui. C'est vrai, Harmony Korine, pardon, c'est Ah, formidable. Harmony Korine. Harmony Oui, Korine. et j'ai pas fini ma phrase, mais c'est pas très grave. J'ai pas tout à fait fini ma Oh, pensée. pardon. Non, j'étais Désolée. perdu, ça tombe bien. Oui, j'ai senti comme ça que ça pataugeait un peu, Et mais j'ai essayé de te sauver, mais voilà, tu vois, maladroit. Non, parce que j'étais en train de dire, Charlie Chaplin. j'étais en train de dire du mal de mes collègues, alors forcément ça. Ah, je te sauvais. Mais effectivement, moi je suis pas dans le. Ça m'intéresse pas de jouer ce que je suis, donc j'aime bien qu'on me déplace, qu'on me dise, ah, tiens, je te vois bien là-dedans. Et pour moi, le jeu, il commence là. C'est ah bon, pourquoi? Eh bien écoutez, c'est comme quand, pour retourner dans les plates-bandes, et quand Harmony Korine m'a appelé pour faire Chaplin, et en passant, je vais replacer justement ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que Harmony Korine, c'est lui qui m'a remis en contact avec Léos avant qu'on fasse Tokyo et qu'on fasse apparaître Monsieur Merde. Justement par cette idée de me faire jouer le sosie de Charlie Chaplin, de Charlot, donc un rôle de composition avec de la postiche, même si je m'étais vraiment laissé pousser la moustache, contrairement à Charlie Chaplin d'ailleurs, et je suis pas sosie quoi, mais il m'a mis un toupet de cheveux un peu frisottés comme ça, et à mon avis, c'est ce signe-là, c'est ce mode-là qui a donné la possibilité qu'on se retrouve avec Léos, qui jouait lui-même l'agent de... comment il s'appelle, de Michael Jackson, Diego Luna qui jouait Michael Jackson, et ce contexte-là, ça a ouvert la possibilité de Monsieur Maire, de Holly Motors, des différents personnages. Comment il s'appelle, Harmony Korine, que je ne connaissais pas du tout, on s'est rencontrés dans un grand hôtel parisien, je sais plus, voilà, chic, ça se fait des fois des rencontres comme ça, rencontrer des mises en scène, avec la directrice de production qui était avec Agnès B, et j'ai vu un petit homme totalement fantasque, qui déconnait sans arrêt, qui mettait des dents de vampire, qui faisait des sanglots de mort de la directrice de production dans le cou, qui faisait que des conneries, et qui était ravi de me voir, et qui était totalement jovial, et qui tenait mordicus à ce que je fasse le sosie de Charlie Chaplin dans son film. Et moi j'étais très surpris, honoré, et j'ai lu son scénario, qui était mais vraiment d'une intelligence, quelque chose de merveilleux. Je ne sais pas s'il a réussi à le suivre complètement après dans le développement du film, je vous expliquerai pourquoi, mais c'était vraiment un petit chef-d'œuvre de pensée vraiment humain, quoi, très très fort. Et donc il m'a dit d'entrée, j'étais le premier, il voulait absolument que je joue le sosie de Charlie Chaplin en anglais. Déjà, voilà une contrainte, parce que moi je parle pas anglais, et j'aime pas du tout parler anglais, c'est un truc comme ça. Mais donc là je me suis dit, il faut que je parle anglais, parce que j'avais beaucoup de textes en anglais, et je n'ai joué qu'avec des très bons anglais, des comédiens anglais, des grands, il y avait beaucoup de tchatch, et donc j'ai fait un stage d'anglais, mais d'abord je me suis dit, mais pourquoi il veut que je joue Chaplin? Et donc j'ai été, par revoir tous les films de Chaplin, loin de là, j'ai commencé par m'introspecter et me demander qu'est-ce que j'avais à voir avec Chaplin. Et en fait, je me suis dit, comme à une autre époque, j'y pense avec Rimbaud, j'ai pu me poser la même question, mais j'ai rien à voir physiquement avec Rimbaud, mais avec la poésie de Rimbaud, oui. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais tout à voir, j'avais énormément à voir avec Chaplin, parce que ça a été pour moi un de mes premiers modèles d'excentricité. Quand j'ai vu les films de Chaplin, ses chutes, sa manière de tourner sur un pied, sa manière de se comporter dans le public, sa dynamique, sa physicalité, comme on dirait maintenant. Et bon, en plus, j'ai le même gabarit, quoi. Donc ça va. Et en fait, quand j'étais à plusieurs reprises, dès que j'ai une moustache ou un chapeau comme ça, à plusieurs reprises, il y a des gens dans l'ombre, en demi-jour, des gens qui me disent on dirait Chaplin. Et voilà, donc je suis parti de là et mais c'était un pur moment de bonheur, ce tournage. C'est un pro, on a tourné ça en Écosse, et dans un château en Écosse, et
on était habillés, il y avait les autres sosies, là. Il y avait la reine d'Angleterre, il y avait de tout, quoi. Il y avait Marilyn Monroe qui joue ma femme, il y avait Shirley Temple qui joue ma fille, il y avait la reine d'Angleterre qui était jouée par Anita Pallenberg, une des Rolling Stones, très sympathique avec le pape et on va dire un asile de foi. On était habillés toute la journée en sosie. Et moi j'avais amené, je voulais pas me contenter de faire le sosie de Charlie Chaplin, je voulais faire Charlie Chaplin. Donc j'avais amené de quoi jongler. C'est des rôles pour lesquels je me suis remis au truc du cirque, à jongler, j'avais amené un concertina, j'avais amené du matériel et ce qui a été très très décontenançant au départ et pendant tout le film, c'est que Harmony, il n'a pas arrêté d'improviser des scènes. J'avais un scénario, comme j'ai dit, très écrit, mais dès le premier jour, et chaque jour, je me trouvais à un endroit, en train de bricoler un truc, il me disait, reste là, on va filmer. On s'était mis au billard dans le salon, il dit, va là-bas. Et donc, on était dans une improvisation perpétuelle. C'est vrai que la directrice de production s'arrachait les cheveux. Elle se disait jamais on va réussir à filmer le scénario qui a marqué, quoi. Donc voilà, c'était et donc c'était en fait, c'est-à-dire que la personne, pour répondre à ta question, la personne qui a été la plus exigeante avec moi et la plus défiante de mon engagement de comédien, ça a été Léos. Après, quand Léos m'a montré, si vous voulez, dans ses films, les gens qui m'ont vu et qui ont voulu m'engager, ils ont été d'entrer dans une confiance absolue. C'est ça qui a été merveilleux. Voilà, et je n'avais pas à faire mes preuves. Donc les gens, simplement, ils me demandaient un truc, et en plus, pour ajouter une chose, après le tournage, le calvaire nécessaire des Amants du Pont-Neuf, pour moi, n'importe quel film, même un peu inconfortable, mais c'était des vacances. C'était une partie de plaisir. Il n'y avait rien de difficile, de fastidieux ou d'inconfortable comme posture à tenir. Même de baigner dans une rivière glacée, tu dis, mais après, ça dure que qu'une heure, quoi. Après, on le sait, j'étais pris en charge. Avec les Amants du Pont-Neuf, c'était quand même une expérience limite parce que c'était tout le temps. Et moi, je m'étais complu dans cet état-là pour essayer de comprendre le personnage. C'est là que je me suis dérangé le plus humainement pour aller vers la rue, pour comprendre la déchéance, la misère sociale, et pour toucher ça vraiment. Et donc voilà, je m'étais mis dans des conditions de vie qui étaient pas guère viables. J'ai eu des accidents, quoi. C'était je me suis cassé la clavicule. C'était une sorte de calvaire nécessaire, mais calvaire quand même. Mais tu dis nécessaire, parce qu'on a vraiment besoin de souffrir comme ça. Non, nécessaire parce que je ne regrette pas. Le film existe, on est passé par là. Voilà. Je ne regrette pas, c'était un moment de ma vie, il y a avant et après. Et je ne regrette pas parce que j'ai bien eu la conscience d'une petite plongée en enfer, mais l'essentiel c'est d'en sortir. Puis quand on touche le fond, comme dirait Jean-Claude Van Damme, on donne à côté de la piscine, c'est vrai qu'on soit perdu, ouais. Et alors, quand tu joues un rôle, par exemple, comme l'officier dans Beau Travail, ou Céline... Adjudant-chef. Oui, adjudant-chef, c'est un Galou. officier. Oui, Galou, oui, monsieur Galou, oui. Ou Céline, pas Dion, oui. l'écrivain. C'est des rôles qu'on peut imaginer plus loin de toi, sans vouloir extrapoler. Oui, si on veut. Si on veut, hein, on peut Ouais. dire ça. Comment tu te trouves, à ton avis, comment tu t'es trouvé là? Ah, c'est très simple. C'est très simple. Bon, j'ai commencé par Beau Travail, parce que c'est effectivement, j'y pensais en parlant, parce que c'est Claire Denis, elle m'a connu à travers les films de Léos. Donc dans un sens, elle m'a aussi désigné en tout premier pour jouer Galou dans Beau Travail, qui est une adaptation d'un roman de Melville qui s'appelle Billy Budd Marin. Donc déjà, il y a un matériau littéraire où
la personnalité, ça c'est important parce que c'est pas tous les jours, c'est pas le cas dans les films de Léo, c'est la plupart du temps, où donc il faut se nourrir ailleurs, dans la peinture, ou dans le cinéma, ou dans la musique même. Là, il y a un matériau de base où il y a le tempérament de ce personnage qui s'appelle Claggart, qui est un sous-lieutenant. C'est qu'au travail, ça se passe sur un bateau. Billy Budd, ça se passe sur un bateau. C'est Claire Denis qui a pris les mêmes personnages et qui les a transposés à la Légion étrangère à Djibouti. Donc dans un milieu d'hommes où il y a un code d'honneur, où il y a quelque chose, un rapport hiérarchique qui peut faire ressembler à celui d'un équipage de bateau. Donc c'est le sous-lieutenant Claggart qui est décrit par Melville comme un personnage pour moi qui est un peu la référence suprême, qui est le personnage des Mémoires du souterrain, les carnets du sous-sol de Dostoïevski, qui est un type qui est une poubelle humaine. C'est-à-dire, il a toutes les mauvaises pensées, toutes les choses, il rumine des choses désagréables contre lui-même et contre les autres. Donc c'est charmant, quoi. Moi j'aime bien, mais déjà il y a quelque chose à jouer qui est chouette. Mais il est nettement décrit. Mais après, bon, je peux pas penser à ça pendant que je joue tout le temps. Après, il y avait une autre. L'idée, effectivement, c'était de jouer à Djibouti, un pays que je connais pas. Un pays dur, âpre, un ancien carrefour de caravanes qui est devenu une sorte de lieu de plaisir de la Légion et des corps d'armée qui viennent s'entraîner autour. Donc une ville de western un petit peu, où il y a des anciens colons qui ont des façades honorables et qui entretiennent des claques, des bordels, des lieux de prostitution. Voilà, c'est terrible. Très beau et épouvantable en même temps. Mais là, j'y étais pas encore à Djibouti. Et en fait, avec Claire, ça s'est passé très simplement. Je vous raconte parce que c'est marrant. Parce que chaque fois, c'est un cas, c'est une aventure. C'est pas simplement d'aller faire le comédien sur un film et de toucher son cachet. C'est une aventure humaine. C'est un rapport avec quelqu'un. C'est de rentrer dans l'univers d'un autre et puis d'y venir avec ce qu'on peut de soi, son imaginaire, de se mettre au service. C'est le seul truc que je reconnaisse. Le seul principe, j'ai pas de méthode ni de mode d'action, c'est je me mets au service. Le mieux que je puis, des fois c'est de travers, donc on met, des fois c'est laborieux, des fois ça grince, mais je me mets au service. Et là, avec Claire Denis, on a commencé, elle m'a désigné, elle m'a dit, ouais, tu vas faire Galou. On a commencé un soir, à Paris, à parler du scénario qui était écrit, il y avait déjà à peu près tous les trucs, et je me suis trouvé en face de cette femme pendant quelques jours consécutifs. On se donnait rendez-vous à un café qui s'appelle le Petit Suisse, près de l'Odéon. Ouais, tu vois, j'étais à une époque, mais bon, qui a changé un peu comme café. Et en fait, c'était extrêmement fastidieux, parce que rien n'allait. Et donc j'encaissais un peu tous les problèmes, ce que je fuis, quoi. Si je suis comédien, c'est pas pour qu'on me balance tous les problèmes d'un film, d'une production à la figure, mais bon. Et tous les problèmes que ça allait pas, qu'à Djibouti, ça allait pas, ils étaient en train d'exploiter, c'était plus... Parce que Claire, elle avait un lien très fort avec Djibouti, parce qu'elle y allait dans son enfance avec son père, qui était géologue. Donc c'est pas anodin de jouer là-bas non plus. Mais bref, tout était un problème. En plus, il s'est trouvé par là-dessus qu'il y a eu les élections présidentielles, donc le film a chassé d'un an. Et donc, moi je dis, bon d'accord. Et en fait, honnêtement, j'ai la pensée qui m'est venue, je me dis, putain, ça va pas recommencer un rapport de mutisme et d'embarrassement comme au début avec Léos. C'est tout ce que je craignais, de trucs qui n'est pas un rapport bon. Et bon, ça passe, le temps passe, et moi, je dis, bon, je vais aller tourner ce film à Djibouti. Je ne connaissais rien de Djibouti, j'appréhendais, parce que je suis un grand peureux. Donc chaque fois qu'on me dit, tu vas aller tourner là, ou tu vas quelque part, j'ai peur. Et après, une fois que je suis embarqué, je me réjouis. C'est l'occasion d'explorer, de voir tout, et puis de jouer. Puis, généralement, je me déplace que comme ça. C'est-à-dire, je me déplace pour travailler. Ça me donne une justification, un passeport, si on veut, et pour être ailleurs, pour aller ailleurs, même ici, par exemple à Abbeville, je ne vais pas en vacances, j'y vais parce qu'on m'a demandé de venir, et je suis content d'être à Abbeville finalement. Et donc, Djibouti, j'appréhendais un peu, quoi. Et Djibouti, je pensais à Rimbaud, forcément, je pensais à Harare, et donc j'étais un peu galvanisé par ça, et en même temps effrayé à l'idée d'aller faire adjudant-chef de la Légion étrangère là-bas. Mais bon, j'y tenais, et il se trouve qu'un type
Je raconte, parce qu'il faut que je raconte chaque fois toute l'histoire. Un type, un jeune metteur en scène, me proposait de jouer Leopardi, Giacomo Leopardi, dans une pièce qui s'appelle Giacomo le tyrannique, qui parle de la mort de Leopardi, près de Naples. Un grand poète et penseur, j'allais dire japonais, pas du tout, italien, et vraiment une sorte de génie. Et curieusement, chaque fois, pour moi, les choses, elles fonctionnent par écho. Et ce fameux Leopardi, j'en avais entendu parler quand j'étais sur le tournage des Amants du Pont-Neuf par Klaus Michael Gruber, qui fait ce grand metteur en scène qui a fait le clochard, le père, dans la niche du Pont-Neuf qui tombe dans la scène à la fin. Et donc, moi je lui parlais de Trakl, qui est un poète autrichien, très très tourmenté, et que je devais jouer juste après. Et Klaus, il me parlait de Leopardi en disant « Regarde Leopardi, c'est un être solaire ». Donc le gars il me dit Leopardi, je dis ah oui, la mort de Leopardi, je prends. Et bon, donc ça m'intéressait beaucoup. Pour moi, il y a des choses inéluctables. Je dois passer par là. Je suis appelé à passer par telle incarnation, tel personnage, tel imaginaire, telle historicité, telle littérature. Et donc j'étais à l'affût de ça. Et chaque fois je disais, je peux pas, je dois aller tourner à Djibouti. Et au bout, ça commence à m'arriver, je n'avais pas vraiment de nouvelles. C'était évasif. Mon agent, j'avais un agent à l'époque aussi. Bon, ça coinçait, ça avançait pas cette histoire de Djibouti. Et puis bon. Et un jour, la troisième fois que le type me propose le Leopardi, je dis allez, je le fais. Et ben mince, juste après, il y a Claire qui m'appelle et qui apprend que j'ai signé pour le Leopardi. Et on s'engueule comme du poisson pourri au téléphone. Et elle me dit mais oui, mais on va pas pouvoir tourner le film parce que je devais faire des dates juste avant le tournage qui se définissait finalement vers décembre. Et j'avais une date en plus après de coproducteur comme ça arrive au théâtre. Et elle était vénère, terrible. Et on s'avoine au téléphone. Je raccroche et je dis bah, j'irai pas à Djibouti. Et franchement, ça me faisait ni chaud ni froid. J'avais acheté un truc de Henri de Montfred. Vous voyez, c'est le grand écrivain qui a sillonné la mer Rouge, les pirates de la mer Rouge. Il parlait de Djibouti, je vais y aller comme ça. À Djibouti, ça sera plus tranquille. Et donc, je joue mon Léopardi, bien, c'était très agréable. Mais, et il y a Claire, parce que pour la préparation du film, elle avait engagé pour faire les légionnaires surtout pas des haltérophiles, plutôt à des danseurs, et notamment des danseurs qui font partie d'une troupe qui est managée par un chorégraphe qui s'appelle Bernardo Montet, donc qui a entraîné tout le monde. Et puis c'était hétéroclite, il y avait des comédiens, il y avait un chanteur d'opéra, il y avait un jeune comédien russe, il y avait de l'hétéroclite, du cosmopolite. Et donc tout ce monde-là s'est entraîné à faire des exercices physiques intenses, sans moi. Et au dernier moment, il y a Claire qui a dit, en fait, elle a reconnu qu'elle avait même engagé un autre comédien, François Maigret. Ouais, que j'aime beaucoup, qui est très sympathique, qui a fait tout l'entraînement. Et genre, à une semaine de partir à Djibouti, elle s'est résolue à me rattraper parce qu'elle avait pensé à moi en premier pour jouer Galou. Et donc voilà. C'était une riche idée. Hein? C'était une riche idée. Ben écoute, moi je regrette pas. Et donc voilà, je me suis retrouvé à jouer Léopardi, au théâtre jusqu'à la limite. La dernière représentation, je vais prendre l'avion le lendemain et partir à Djibouti, commencer le jour d'après le tournage. Et donc j'avais ce truc que j'ai pu faire. J'étais bien entraîné quand même. Mais quand même, j'ai durci un peu. En fait, c'est drôle parce que c'est cette même année où j'ai tourné le film que vous avez vu, Tuvalu. Donc j'étais déjà pour Tuvalu dans un truc physique, parce que pour Tuvalu, je m'étais remis dans un truc de jongler. Le seul truc que je connaisse qui marche bien pour s'entraîner, c'est le jonglage. Mais c'est très physique, et puis ça éveille le regard, c'est pas des pompes, mais ça fait travailler toute la carcasse, ça fait travailler la mobilité, parce que les balles, elles tombent, il faut aller les chercher, ça fait travailler le regard, c'est un truc complet. Et puis en plus, c'est rigolo, c'est ludique. Et donc, voilà. Mais pendant la préparation pendant que je jouais
Léopardi, en vue d'aller à Djibouti, j'avais commencé à remplacer les balles normales par des boules de pétanque, pour faire ça un peu plus légionnaire, oui c'est possible. Et donc je jonglais avec des boules de pétanque au théâtre, et puis je faisais des UV pour avoir le teint mat. Parce que ce que j'avais compris de ce truc, c'est qu'un adjudant-chef de la Légion étrangère, pour que ça soit crédible, le gars il a au moins 5 ans sur place. C'est-à-dire qu'il commence simple soldat et il monte de grade. Il n'a pas fait des écoles, c'est sur le terrain. Donc ça demande d'avoir de la bouteille un peu. Et donc j'ai fait des UV et du jonglage de pétanque et je suis parti à Djibouti. Et là je me suis dit, il y a pas, c'est-à-dire j'ai été à l'essentiel. Je me dis comment aborder ce personnage, comment me rendre crédible dans ce truc-là. Moi j'ai jamais fait mon service militaire. C'est-à-dire, je suis plutôt à l'inverse de ça, quoi. Mais, et voilà, donc j'ai pas de maniement d'armes ni rien. Et je me suis dit, déjà, il y a une chose, je peux pas, parce que ça décale quand même comme climat. Djibouti, c'est aride, il y a le soleil qui tape, et je me dis, je peux pas me permettre de tomber malade. J'ai 5 ans de service sur place, donc je suis blindé. Donc je me dis, la première chose que je fais, il faut que je fasse corps avec ce pays. Il faut que je me rende perméable par tous les pores de la peau à ce climat, à ce pays. C'est ce que j'ai fait. On faisait, tous les matins, les premiers jours de tournage, on faisait genre 2 heures de voyage pour aller au Goubet. Ce truc-là qui est assez volcanique, où il y avait le camp de base, un truc désert formidable. Et moi, j'ai décidé de faire tous les voyages sur le toit du bus qui nous emmenait. Là, je prenais toute la poussière, j'étais content. Et après, je me suis dit, bon, maintenant, l'important pour avoir une autorité, parce qu'il y avait Bernard de Montet, qui avait une autorité, qui avait entraîné tous les gars, qui étaient un truc complètement hétéroclite comme troupe. Et je me suis dit, il faut que j'ai un rapport personnel avec chacun des gars. Et je me suis appliqué à ça, à parler chacun, le russe, le chanteur, les chinois, tous les collègues, et puis voilà. Et puis c'est là que je me dis, c'est un rôle, ça ne peut jamais se préparer complètement. On ne peut pas dire, je suis prêt à jouer le rôle. Je connais le rôle, comme au théâtre, et même au théâtre, le rôle il s'expérimente en public, il se bonifie ou pas au fur et à mesure de la présentation. Un rôle de cinéma, il se fait dans un contexte. Et pour moi, le pays, le fait d'être à Djibouti, d'être en plein cagnard, en truc militaire, et puis j'ai pas cherché à jouer le militaire, je me suis plutôt amusé à jouer un militaire. J'ai l'impression d'être dans un film de militaire. C'était le cas un petit peu, mais bon. J'ai jamais eu autant l'impression d'être dans un film que dans ce film. D'être dans du cinéma. Parce qu'on faisait une attaque simulée de forme. Moi, je m'y croyais, comme, je sais pas, dans les films américains, quand j'étais là avec mon truc. Mais voilà, mi-sérieux, c'était vraiment du jeu. Et en fait, à partir du moment où on s'est réconcilié avec Claire Denis, ça a été magnifique. Parce que on n'a pas eu du tout de problème. Une fois que ça a clashé, elle m'a souhaité à nouveau, la communication, elle était à 100%, c'était formidable, parce qu'on a pu communiquer à travers des poèmes de Melville, parce qu'il y a beaucoup de poèmes de Melville qui sont très très denses, très beaux, qui ont à voir avec ce qu'on faisait, avec ce qu'elle filmait, avec Agnès Godard. Et puis voilà, j'ai découvert une femme qui inventait beaucoup plus que Léos, qui est une chose très écrite, qui sait ce qu'il va faire, qui profite parfois des accidents. Mais là, deux femmes qui composaient à vue. Et moi, je m'insérais là-dedans, c'était super. Et chaque fois, on se recevait 5 sur 5. C'est-à-dire tout ce que j'ai pu proposer, puis il y avait cette histoire de danse. C'est ce que je vais y venir, à la danse finale. Ouais. C'est une des plus belles choses de ta carrière. Franchement, encore carrière des ah oui, je vais continuer comme ça, rien que pour toi. Oui, je sais, j'ai vu. Donc, chaque fois que tu me reprends, je dirais ta carrière. Oui, mais d'accord. Cette danse est géniale. Là, je plaisante plus. Cette danse est hallucinante. En fait, c'est la deuxième danse que je fais pratiquement. Parce qu'il y a Léos qui m'a fait danser dans Mauvais Sang, sur David Bowie. Après, on a dansé un truc un peu anarchique avec Juliette sur le Pont Neuf, là. C'était au bout du compte, 3 ans après, on a répété ça pendant 3 ans. On a fini par le faire, bien fatigué, mais c'est sympa. Mais bon, la vraie danse, pour moi, c'est
où il y a quelque chose qui a émergé que je ne comprends même pas, c'est sur David Bowie, qui a été chorégraphié par une Christine Burgos avant le tournage, à partir d'une improvisation que j'ai faite, qui m'a aidé à structurer, à écrire une phrase chorégraphique, comme on dit, à partir de ce que j'avais jeté déjà en impromptu, quoi. Mais là, avec Claire, il y avait un Bernardo Montet, j'étais plutôt en forme, je dois le reconnaître, mais j'étais et il y avait cette danse à faire à Djibouti. On a tourné dans une boîte de nuit à Djibouti, et il y avait la musique, il y avait Bernardo Montet, il y avait moi, et j'ai dit à Claire, on s'est dit, mais d'un commun accord, on va pas la répéter. Je vais l'improviser. Et on a été là-dedans. Ça faisait peut-être 15 jours que j'étais à Djibouti. J'avais bien infusé Djibouti, la misère, la beauté, la misère, ces trucs, le brouter du cat. Vous savez, broute du cat là-bas. C'est une drogue qui est intéressante. Faut pas en abuser, quoi. C'est des petites feuilles, comme la feuille de coca, et toute la population mâche ça. Même les flics, même le ministre de la Culture et des Sports, ils mâchent ça, et ça met dans un état c'est de la feuille à... En fait, au départ, c'était les chefs qui broutaient, ils appelaient ça brouter, pour les colloques, pour les discussions entre chefs, et maintenant, beaucoup de gens, et ça est devenu une culture qui a remplacé le café, quoi. C'est terrible en même temps. Les gens qui sont accros au cat. Et en fait, ça coupe la faim, ce qui tombe bien dans ce pays-là, ça maintient réveillé, et ça pousse à disséquer tous les réseaux de la pensée à parler. C'est la feuille à palabre. Et donc, on avait passé des soirées à brouter le cat. Mais bon, ça va. C'est moins pire que l'alcool, en ce qui me concerne, et je buvais pas, là. Et en plus, c'est mieux. Et puis voilà, j'avais infusé, et un jour, on a dit, ça va être le jour de la danse. Et en fait, je suis parti vraiment de la musique. C'est un truc un peu ringard comme ça, mais sympathique. Mais j'étais parti de Djibouti, de la musique et de la description que fait Claire de ce personnage qui existait dans le scénario, qui n'est pas Galou, qui n'est pas l'adjudant-chef Galou, qui est presque le contraire de ça, qui est l'homme en noir qu'on voit apparaître à un moment donné fugitivement dans la rue quand il y a une procession des légionnaires avec l'un d'eux qui porte en triomphe. Et c'est tout le contraire de Galou, c'est un type qui est très à l'aise, habillé en noir, élégant, qui fume nonchalamment. Et je suis parti de ça. Je suis parti de ça, et je me disais, j'ai essayé de pas trop me fatiguer quand même, faut que je tienne la route. C'est toujours mon inquiétude, c'est l'effort de gérer un effort, en plus en danse, c'est un effort qui peut être presque en apnée des fois, d'énergie, en plus en danse improvisée, c'est pas un truc qui est répété, je savais pas où j'allais, par quel mouvement. Simplement, je suis parti de là, fumé, à l'aise, très à l'aise. Là, les premiers trucs, c'est parti. C'est parti, je suis parti sur la musique spontanément, parce que j'ai ça en moi, et c'est pas calculé. Je suis parti, et puis on a fait une prise complète du truc, et j'en suis sorti complètement. En plus, je fumais forcément. J'ai fumé, j'ai arrêté depuis, mais je fumais à l'époque, et puis voilà, c'est contradictoire avec le souffle, généralement.